Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur PRN TV, le siège de la géopolitique africaine. Dans son discours au premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, le samedi 6 juillet 2024, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a une fois de plus fustigé l'impérialisme et ses valets locaux en Afrique. Il a dénoncé ces Africains qui sont utilisés pour satisfaire les désirs des puissances coloniales sur le continent. Ces personnes qu'il qualifie de « esclaves de salon » n'ont d'autre repère que de vivre comme le maître et de faire tout ce qu'il leur dicte. Ils volent, ils pillent en nos États, amènent tout chez le maître et leurs richesses sont conservées chez le maître. Pour les Africains, ces valets locaux sont responsables du sous-développement du continent. En effet, au moment des indépendances, les puissances occidentales ont mis en place un système de formation et de sélection des élites africaines susceptibles de préserver les intérêts de l'ancienne métropole et de conserver ses principales prérogatives, malgré la décolonisation. Ce système est ensuite qualifié de France-Afrique. Cette histoire continue d'affecter le continent aujourd'hui. Historiquement, ces valets locaux des pays occidentaux comme la France sont recrutés pour la plupart dans l'élite africaine. D'abord parmi ceux formés entre les deux guerres mondiales et qui constituent à la fois les cadres africains de l'administration et les leaders de tous les partis africains de l'après-guerre, puis une autre élite formée après 1945 dans le système scolaire africain et les universités françaises, ainsi qu'à l'Institut des hautes études de Dakar au début des années 50. L'émergence rapide de cette élite, issue d'une nouvelle politique scolaire et universitaire plus libérale et volontariste, va progressivement, au cours des années 50, se radicaliser politiquement. Au travers de ces élites, la France a conservé ses principales prérogatives en Afrique: contrôle de la monnaie, base militaire permanente, aide bilatérale conditionnant la survie d'États incapables de faire face à leurs dépenses de fonctionnement, recyclage de près d'un tiers des hauts fonctionnaires coloniaux dans les nouvelles administrations dites indépendantes. Tout est en place pour que se poursuive une politique fondée sur la connivence entre les élites de première génération à présent au pouvoir et les autorités métropolitaines, qui conditionnent, au-delà des indépendances, la poursuite sous d'autres formes du projet colonial. Mettre en place les mécanismes de subjugation des jeunes États faibles n'est pas un projet uniquement français. Alimenté par la guerre froide et les intérêts des entreprises transnationales, les États-Unis ont aussi secrètement manipulé les gouvernements des pays d'Amérique latine depuis la Seconde Guerre mondiale, produisant un climat politique extrêmement violent et instable. En 2019, le président vénézuélien Nicolás Maduro a accusé les États-Unis d'avoir tenté d'orchestrer un coup d'État contre lui. Cette accusation résonne chez de nombreuses personnes dans une région où Washington a une longue histoire d'intervention, militaire et autres. Alors que les Français ont promulgué la loi-cadre en 1956 pour déterminer la forme des nouveaux États africains et préserver leurs intérêts, les États-Unis ont en revanche promulgué la doctrine Monroe au XIXe siècle pour préserver leurs intérêts en Amérique latine. Par le biais de cette doctrine, les États-Unis se sont impliqués dans les affaires quotidiennes des nations d'Amérique latine, souvent au nom des intérêts commerciaux nord-américains ou pour soutenir les forces de droite contre les dirigeants de gauche. Quelques-unes des interventions américaines les plus notables en Amérique latine. En 1846, les États-Unis envahissent le Mexique et s'emparent de la ville de Mexico en 1847. Un traité de paix, signé l'année suivante, donne aux États-Unis plus de la moitié du territoire mexicain, soit la majeure partie de l'ouest des États-Unis aujourd'hui. En 1903, les États-Unis obtiennent l'indépendance du Panama vis-à-vis de la Colombie et acquièrent des droits souverains sur la zone où le canal de Panama relierait les voies de navigation de l'Atlantique et du Pacifique. En 1903, Cuba et les États-Unis signent un traité autorisant un contrôle quasi total des affaires cubaines par les États-Unis. Les États-Unis établissent une base navale à Guantanamo Bay. Dans les années 1970, l'Argentine, le Chili et les pays alliés d'Amérique du Sud lancent une campagne brutale de répression et d'assassinat visant les menaces perçues comme gauchistes, connues sous le nom d'Opération Condor, souvent avec le soutien des États-Unis. Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont les États-Unis ont installé et protégé des régimes fantoches en Amérique latine, tout comme la France continue de le faire en Afrique. Les pays d'Amérique latine ont aujourd'hui conquis leur souveraineté malgré les accusations sporadiques d'ingérence des États-Unis dans certains contextes. La mise en place de valets locaux a eu de graves conséquences. Elle a permis aux pays occidentaux de maintenir un contrôle économique, d'accéder encore aux ressources à bas prix et d'influencer les accords commerciaux.
Cela a maintenu les économies africaines et latino-américaines dépendantes de l'Occident. Le contrôle politique a également été un résultat clé. Les dirigeants fantoches prennent souvent des décisions qui plaisaient aux puissances occidentales. Ils autorisent des bases militaires étrangères dans leur pays ou votent, d'une certaine manière, dans les forums internationaux. Cela a donné aux pays occidentaux beaucoup de pouvoir indirect. Ces pratiques ont freiné le développement local. Les pays ne peuvent pas poursuivre des politiques qui profitent réellement à leur population. Cela a conduit à une inégalité croissante. L'écart entre les riches et les pauvres s'est creusé dans de nombreux pays. Ces dirigeants sont déconnectés des besoins réels de leur peuple et un climat de méfiance s'installe entre eux et leurs citoyens. Par conséquent, de nombreux pays africains sont aux prises avec la pauvreté et l'instabilité, leurs économies étant toujours étroitement liées aux marchés occidentaux. De nombreux pays aspirent à plus d'indépendance. Ils veulent faire leurs propres choix, sans la pression occidentale. Cette tendance est visible en Afrique comme en Amérique latine. Les pays recherchent de nouveaux partenaires. Beaucoup se tournent vers la Chine ou la Russie. Ils considèrent ces relations comme des alternatives à la domination occidentale. Cela modifie la dynamique du pouvoir mondial et crée de nouveaux défis pour les pays occidentaux. Certains pays nationalisent leurs ressources. Ils veulent plus de contrôle sur leurs économies. Le Venezuela, la Bolivie et l'Équateur l'ont fait en Amérique latine. En Afrique, des pays comme le Zimbabwe ont pris des mesures similaires. Ces actions se heurtent souvent à une forte opposition occidentale. Il y a aussi un aspect culturel à cette résistance. De nombreux pays, comme le Mali, font la promotion des langues et des traditions locales. Ils remettent en question l'éducation et la gouvernance de style occidental. Cela fait partie d'un mouvement plus large vers une véritable indépendance. Il s'agit de façonner leurs propres identités et leur propre avenir. Relations internationales et évolution des perspectives. Les pays occidentaux doivent repenser leurs approches. Cela conduit à de nouveaux types de relations internationales. Elles proposent de nouveaux types de partenariats, axés davantage sur le bénéfice mutuel que sur la domination. L'influence croissante de la Chine et la Russie est un facteur majeur. De nombreux pays considèrent les investissements chinois et russes comme une alternative à l'aide occidentale. Cela rebat les cartes géopolitiques en Afrique. Les pays occidentaux doivent désormais rivaliser d'influence dans des régions qu'ils dominaient autrefois. On observe également une coopération accrue entre les pays d'Afrique et d'Amérique latine. Ils partagent leurs expériences et leurs stratégies. Cette coopération sud-sud aide les pays à résister à la pression extérieure. Elle crée de nouvelles alliances et de nouveaux réseaux de soutien. Certains craignent que de nouveaux partenariats, comme ceux conclus avec la Chine ou la Russie, ne créent de nouveaux problèmes. Les pays africains doivent veiller à protéger leurs intérêts dans toutes leurs relations internationales. Le chemin vers une véritable indépendance est long et complexe. Mais la détermination à y parvenir est de plus en plus forte. Les bouleversements politiques en cours au Sahel et la création de la Confédération des États du Sahel pourraient donc signifier le début d'une véritable indépendance pour l'Afrique marquée par une souveraineté centrée sur le peuple. Merci d'avoir suivi.